Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et on va parler update lecture. Si tu ne sais pas ce qu'est un update lecture, je t'invite à cliquer dans la vidéo, dans le petit juste ici pour aller voir de quoi il s'agit. Eh bien ne perdons pas de temps, je te laisse avec mon intro et on se retrouve juste après. On enchaîne avec la saga littéraire Magic. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ça dans le petit juste ici. Je vous mettrai la vidéo de ma pile à lire du mois de mai puisque c'est là-dedans que j'en parle. Donc il s'agit de celui-ci, donc c'est le premier tome de la saga. Donc, qui a été écrit par Angie Sage aux éditions France Loisirs. Dans ce premier tome, on suit l'histoire de Jenna, une petite fille aux yeux violets qui détonne dans sa famille de magiciens aux yeux verts, caractéristiques des magiciens. Tout semble aller pour le mieux, cette petite fille vit en parfaite harmonie avec ses parents et ses 6 frères, donc jusqu'à là, tout va bien. Mais le jour de son 10e anniversaire, Marcia Overstrand, qui est la magicienne extraordinaire, débarque dans sa maison pour lui annoncer une terrible nouvelle. Déjà de 1, elle n'est plus en sécurité avec sa famille, et de 2, il ne s'agit pas réellement de sa famille. Mais alors, si ce n'est pas sa famille, si ce n'est pas ses frères ni ses parents, qui sont ses parents et qui est-elle ? Marcia lui apprend qu'elle est princesse et que c'est elle qui doit gouverner ce royaume. Malheureusement pour elle, on a appris son existence alors qu'elle avait vécu cachée pendant 10 ans. Aux yeux de tous, elle était morte comme la reine. Mais le custode suprême, Dom Daniel, qui est l'ex-magicien extraordinaire, apprend qu'elle est en vie et décide d'envoyer ses meilleurs chasseurs pour lui ramener vivante. Et pouvoir accessoirement la tuer lui-même. C'est un roman de la littérature jeunesse, donc il ne faut pas s'attendre à de la grande littérature, mais ça se lit bien, c'est très distrayant. J'ai passé un beau moment avec ces personnages-là. Il y a des personnages que j'ai beaucoup appréciés, d'autres que j'ai un peu moins appréciés, un peu comme dans tous les romans finalement. Mais c'était une bonne lecture. L'histoire est plutôt prenante. Même si le début est long à démarrer, mais une fois que l'action est là, ça s'enchaîne très vite et du coup on a envie toujours d'en savoir plus. C'est devenu un peu additif, moins que certains romans que j'ai pu lire, mais c'est resté quand même assez additif. J'ai toujours voulu en savoir plus et très vite, une fois que j'ai eu terminé le premier tome, j'ai voulu enchaîner sur le second tome. Donc pour moi, c'est une lecture qui match et qui m'a donné envie d'en découvrir un peu plus l'univers de Magic. Au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé Jenna, donc qui est l'héroïne de cette histoire. Au début, ça semblait être une petite fille apeurée, terrifiée, qui se cache un peu derrière Marcia, derrière ses frères, derrière ses parents. On sent que ça lui fait peur, qu'elle n'a pas envie de quitter tout ce qu'elle connaît et se jeter dans l'inconnu, ce qui est logique quand t'as 10 ans et qu'on t'annonce que ta famille n'est pas ta famille. Faut un temps d'adaptation déjà, et puis le fait de savoir qu'il y a des gens qui te poursuivent et qui veulent te tuer, ça aide pas vraiment. Au fil de l'histoire, cependant, elle va commencer à se comporter en digne princesse qu'elle est. Le caractère de la défunte reine va peu à peu se transmettre à elle et on va découvrir une héroïne qui semble prête à tout pour protéger sa famille. C'est quelqu'un de très sensible, d'intelligente, qui veut tout simplement savoir que sa famille est en sécurité et tout faire pour qu'elle puisse retourner auprès de sa famille. J'aime également beaucoup Nico, qui est donc le frère adoptif de Jenna. On sent qu'entre les deux, ils ont une relation très fusionnelle, ils sont très proches. Il va même jusqu'à la défendre lorsque 412 essaye de s'en prendre à elle et de dénoncer leur position. C'est Nico, il réfléchit pas. Enfin, c'est pas qu'il réfléchit pas trop, mais il fonce un peu tête baissée dans le danger, c'est un peu une tête brûlée, un peu un casse-cou qui veut tout faire pour protéger sa petite sœur, et c'est logique parce que il a grandi avec elle, c'est lui qui lui a appris certaines choses, qui lui a lu des histoires pour s'endormir, c'est son rôle de grand frère de la protéger, donc je trouve ça super touchant, super mignon.
La plume de l'auteur est très légère, c'est pas un vocabulaire très compliqué, ce qui est logique puisque c'est une saga de littérature jeunesse, donc il faut quand même que ce soit adapté à des enfants. Et ça se lit bien, je me suis pas perdue, ça a été une lecture agréable, fluide, donc voilà. Ensuite, au niveau de la fin de l'histoire, je vais pas m'étaler sur le sujet encore une fois puisque sinon je vais vous spoiler, mais si vous voulez être spoilé, je vous invite à aller dans la barre d'infos où vous verrez ma critique complète quand elle sera sortie sur mon blog. On avait déjà quelques petits éléments des indices, des éléments de réponse par rapport à l'identité de 412 et ça se confirme dans la fin du roman. On sait véritablement qui il est et on apprend son histoire, donc voilà, c'est une belle révélation, même si je m'en doutais un petit peu, c'était un peu flagrant on va dire, mais voilà. Et puis pour conclure, je dirais que c'est un bon roman, c'est un bon début de saga et je vous invite à le lire si vous aimez la littérature jeunesse, si vous aimez le fantastique, si vous aimez les magiciens, la magie, les sorciers, tout ça, je pense que ça va vous plaire et puis voilà. Pour le prochain roman, on va parler du second tome de la saga Magic, donc avec ce roman-ci. Donc il s'agit de Magic, le tome 2, Le Grand Vol, écrit par Angie Sage aux éditions France Loisirs. Dans ce second tome, on suit donc 412 de plus près. Si dans le premier tome, Jenna était à l'honneur, là il s'agit de 412 qui est à l'honneur. Donc dans la fin du premier tome, on apprend donc ses véritables origines, qui est-ce qu'il est, etc. Je vais pas vous spoiler pour savoir qui il est parce que sinon je vois pas l'intérêt de lire le premier tome. Donc si vous n'avez pas lu le premier tome, je vous invite à le lire avant d'aller lire mes chroniques complètes sur le tome 1 et le tome 2 qui seront en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais donc du coup dans ce tome-ci, 412 est à l'honneur et on apprend qu'il y a un an qui s'est écoulé entre ce tome-ci et le tome précédent. Durant ce laps de temps, il y a eu quelques petites choses qui se sont produites, notamment Marcia qui a décidé de prendre 412 comme apprenti. Donc c'est un véritable honneur d'être choisi comme apprenti par la magicienne extraordinaire et Simon Epp le savait, lui il voulait absolument être l'apprenti de Marcia. Malheureusement celle-ci a décidé de choisir 412 et ça ne lui a absolument pas plu. Il est très envieux de 412 et du coup il décide de s'enfuir de sa famille, il part et il ne veut plus avoir aucun contact avec sa famille. Du coup pendant un an on n'a absolument plus aucune nouvelle de Simon jusqu'à quelques jours avant le solstice d'été, là où Jenna est censée partir chez tante Zelda pour aller faire une petite visite au bateau dragon. Simon débarque après un an d'absence et sans aucune nouvelle pour qui que ce soit et il décide de kidnapper sa sœur. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi il a changé, où il était, ce qu'il a fait, qui il a rencontré, bref, on ne sait absolument rien de Simon, si ce n'est qu'il prend Jenna à cheval et il l'embarque sur son cheval et il se taille avec. Donc pendant tout ce second tome, on va apprendre des révélations sur ce qu'a fait Simon pendant un an, avec qui il était, pourquoi. Et en parallèle, on a Marcia qui a une ombre qui la suit. Donc on a deux enquêtes parallèles. On a la course contre la montre de Marcia avec son ombre, puisque au fur et à mesure que Marcia passe du temps avec son ombre gagne en puissance et va finir par posséder Marcia. Donc il faut obligatoirement qu'elle réussisse à assembler son piège à ombre pour le capturer et éviter qu'elle ne devienne complètement paranoïaque. Et de l'autre, on a Jenna qui va essayer de s'enfuir de l'endroit où Simon la retient prisonnière. Donc ça semble être une bonne intrigue et ça l'est. C'est un livre qui se lit rapidement, comme le premier tome. C'est fluide. On entre un peu vite dans l'action comparé au premier où ça a été long à se mettre en place. Bon après c'était le premier tome, il fallait le temps de mettre le contexte, d'expliquer
les aboutissants de l'histoire, etc. Donc là, le deuxième tome, c'est plus rapide, c'est plus fluide, on perd pas de temps, c'est le cas de le dire. Si dans le premier tome, Simon était un peu effacé, ça restait un personnage sympathique, autant là, dans ce tome-là, je l'ai absolument détesté, c'est juste pas possible. Vraiment, je n'accroche pas du tout avec. On avait l'impression c'est comme s'il avait une double personnalité un peu. Tantôt il redevient le Simon tout gentil et l'instant d'après il redevient le Simon super méchant, super agaçant, super chiant. En vrai, c'est pas le meilleur méchant de l'histoire, hein, clairement. Bah après Jenna, égale à elle-même, j'ai envie de dire, elle a un peu évolué par rapport au premier tome, elle assume un peu plus son rôle d'héritière du trône. On sent qu'elle commence à prendre ses marques, à comprendre un peu comment gérer un royaume. 412, eh bien lui, il s'est complètement transformé du gamin solitaire et renfermé sur lui-même. Il est devenu un petit garçon joyeux, heureux de vivre avec une famille, une belle carrière de magicien devant lui, donc vraiment... Et puis il est aussi un peu plus au cœur de l'action puisque du coup c'est lui qui va partir avec Nico, qu'on a vu dans le premier tome. Ils vont partir tous les deux à la recherche de Jenna et ils vont leur arriver plein de péripéties, donc assez rigolo. Tout ça pour dire que c'est un bon deuxième tome, que j'ai bien envie de lire le troisième, mais après c'est pas non plus la saga de l'année. C'est une bonne lecture, c'est une bonne distraction, mais c'est pas un coup de cœur pour moi. En conclusion, c'est un bon deuxième tome. Si vous aimez tout ce qui est magie, conflit, complot, dragons, oui, parce qu'il y a des dragons dans ce deuxième tome, un peu dans le premier, mais ça se développe un peu plus dans le second tome, foncez lire ce tome-ci. Et puis voilà. Et enfin on va terminer avec le dernier roman, il s'agit de celui-ci. Il s'agit donc de Catwoman Soul Eater aux éditions Bayard, écrit par Sarah Gimas, qui est également l'autrice de Un palais d'épines et de roses, donc voilà. Dans ce roman, on suit l'histoire de Selina Kane, qui a 17 ans, qui a sa sœur qui est gravement malade, Maggie, qui est atteinte de la mucoviscidose. Et Selina va devoir s'occuper de sa sœur et elle va devoir trouver un moyen de payer le médecin, les médicaments, etc. et de lui offrir la vie la plus confortable possible. C'est une fille qui est étudiante le jour et qui la nuit devient un peu une délinquante, oui c'est carrément ça d'ailleurs, c'est une délinquante. Elle est avec le gang des léopards et elle est sous la coupe de Falcon Carmine. Donc elle doit voler des choses, toutes les nuits elle vole des choses et ensuite elle les rapporte aux léopards et ensuite ils redispatchent un peu l'argent qu'elles ont gagné. Et de temps en temps, même souvent, Carmine Falcon organise des combats dans lesquels les gens qui sont désespérés, qui ont contracté des dettes auprès de lui, doivent se battre contre les léopards et celui qui gagne voit sa dette effacée, du moins pour ceux qui ont des dettes. Pour les léopards, elle récupère juste une tâche supplémentaire à chaque combat gagné. Selina en a donc 27 à son actif, elle est invaincue et ce soir-là ne fait pas exception à la règle. Elle gagne même si le combat était beaucoup plus dur que prévu, beaucoup plus ardu. Et elle rentre encore une fois couverte de bleu et c'est sa sœur qui l'accueille et qui l'aide à soulager ses blessures. Au début du coup on a 2-3 chapitres qui expliquent donc son enfance, ce qu'elle a vécu, comment elle est arrivée à devenir, à être recrutée par la Ligue des Assassins. On a une ellipse de 2 ans à peu près où elle est dans la Ligue, elle fait ses petits trucs machin. Et du coup après ces 2 ans passés à la Ligue des Assassins, tout le reste du bouquin se passe donc quand elle revient à Gotham City sous l'identité d'une riche héritière. Et au fil du livre, on va apprendre certaines choses, on va
se poser des questions également. Et ce livre nous tient en haleine du début à la fin. On est vraiment complètement mené en bateau par l'autrice. On a l'impression de savoir certaines choses et au final, à la fin, on a d'autres révélations et on se dit que on avait faux sur toute la ligne. C'est incroyable comment que Sarah Gimas manie les mots pour leur faire dire ce qu'elle veut et nous amener sur des fausses pistes à chaque fois. La fin, les révélations qui ont été faites à la fin, ça m'a laissé vraiment sur les fesses. Je m'y attendais absolument pas, mais j'ai vraiment bien apprécié. C'était une agréable surprise. Au niveau des personnages, j'ai adoré Selina Kane qui se transforme en Catwoman par la suite. C'est un personnage, encore une fois, qui est assez atypique. C'est l'anti-héros par excellence, mais elle est très atypique parce que elle a pas, elle est pas gentille. Enfin, elle est gentille, mais elle est pas gentille. C'est contradictoire ce que je dis. Mais en fait, elle est hyper gentille avec sa sœur. Elle fait des choses incroyables par amour pour sa sœur. Elle est déterminée, elle est méticuleuse, patiente, c'est ça surtout, elle est super patiente. Elle fait un tas de choses incroyables pour sa sœur, elle sacrifie sa vie, elle dédie sa vie entière à sa sœur et je trouve ça incroyable. Cette relation qu'elles peuvent avoir, waouh. Selina, c'est un personnage qui est complexe parce que d'un côté on a l'impression qu'elle est froide, qu'elle a des répliques mordantes, cinglantes, comme si elle voulait absolument que toutes les personnes qui ont un tant soit peu d'attention envers elle partent. Elle veut pas avoir d'attache. Et d'un autre côté, on découvre cette femme fragile avec des émotions qui demande juste à être aimée, à être appréciée, à avoir des amis. Et le problème, c'est que c'est pas compatible avec ce qu'elle fait. C'est carrément une double vie, une double personnalité qu'elle a et ça doit être dur, ça doit être fatigant pour elle de jouer un jeu et un rôle à longueur de temps. Bien évidemment, il y a Maggie aussi que j'aime beaucoup. C'est une petite fille atteinte de la mucoviscidose qui voit sa vie complètement gâchée en fait. Elle sait qu'elle grandira jamais normalement, qu'elle découvrira pas les mêmes choses que les autres filles de son âge. Et il est fort peu probable qu'elle ne vive pas assez longtemps pour voir son 20e anniversaire. Donc c'est dur de se dire que on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que on peut malheureusement rien faire à part avoir une greffe. Et encore, comme ils le disent dans le livre, la greffe, il faut avoir des donneurs et il y a une liste d'attente incommensurable. Donc le temps qu'elle arrive en haut de cette liste, il y a de fortes chances qu'elle sera morte avant. Donc cette petite fille, elle se bat, elle ne baisse pas les bras et elle espère toujours pouvoir aller mieux. Donc c'est vraiment touchant et émouvant de suivre cette petite fille et son combat contre la maladie. Et d'ailleurs c'est très original aussi, ça montre que parfois certaines personnes font des actes répréhensibles mais pour sauver une personne qui leur est chère. Et je trouve ça horrible que de nos jours on doive en arriver là pour sauver les personnes qu'on aime. En conclusion, j'ai absolument surkiffé ce roman, c'est un deuxième coup de cœur. Je vous avouerai que j'aurais jamais pensé avoir un coup de cœur littéraire pour un roman avec des super-héros. Parce que comme je vous le disais, moi les super-héros c'est pas trop mon kiff. Je préfère de loin les vampires et les loups-garous au pouvoir des super-héros. Et pourtant, ce roman-là, j'ai apprécié. Je l'ai vraiment surkiffé. J'ai beaucoup aimé du coup d'avoir les deux versions, c'est-à-dire la Selina Kane adolescente, voir ce qu'elle faisait pour sauver sa sœur, etc. Toutes les étapes qui l'ont conduite à devenir Catwoman, son passage à la Ligue des Assassins qui a été tue sous silence, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé avoir ne serait-ce qu'un chapitre pour décrire un peu son environnement et ce qu'elle a fait là-bas, même si on a quelques bribes d'informations dans le roman quand elle est
sous l'identité de Catwoman, mais dans l'ensemble c'était une très bonne lecture. J'ai adoré ce roman. Je vous le recommande si vous aimez voir les femmes au pouvoir, parce que là c'est clairement les femmes au pouvoir, hein, entre Catwoman, Poison Ivy, Harley Quinn qui foutent le boxon dans Gotham City et Batwing qui malheureusement est le seul héros masculin à essayer de les arrêter, voilà. C'est un roman qui parle de beaucoup de choses, il aborde beaucoup de thèmes différents, notamment la maladie, la misère, la pauvreté, le fait de se retrouver dans une vie qui nous plaît pas forcément, de faire des sacrifices. Il y a forcément de l'amour, de l'amitié, des complots, de la trahison aussi. Si vous aimez tous ces thèmes-là, la mort aussi, je vous le conseille. Bref, si vous aimez tout ce qui est super-héros, les femmes au pouvoir, que vous aimez bien avoir des villes un peu chaotiques, que vous aimez tout ce qui touche à la maladie, à l'amour, au sacrifice, à l'humain, foncez lire ce roman. Il est absolument incroyable. C'est un véritable coup de cœur et j'aurais jamais pensé ça d'un roman avec des super-héroïnes. Mais voilà, franchement foncez, il vaut le coup et je sais pas quel argument vous donner pour que vous lisiez ce livre. Mais il est absolument incroyable. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Et puis n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en dessous de ces vidéos ou à la fin de ma vidéo. Quelque part par ici. Et n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si tu as lu un de ces romans que je t'ai présenté. Si oui, lesquels, est-ce que tu en as pensé? Tu peux ne pas être d'accord avec mon avis parce que l'avis c'est subjectif, c'est propre à chacun. Mais je veux simplement c'est que tu le fasses dans la bonne humeur et la bienveillance et la politesse et le respect. On peut ne pas être d'accord avec l'avis que je viens de donner. C'est normal même de ne pas forcément être d'accord avec l'avis que j'ai donné, mais de le faire gentiment tout simplement. Si tu as d'autres lectures dans ce style, n'hésite pas à me proposer les noms des livres qui ressemblent à ce que je viens de parler juste ici, ça me ferait super plaisir. Et puis écoute, prends soin de toi et je te fais d'énormes bisous. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!